Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Black excellence is a mindset, not just a hashtag. J'ai lu cette phrase hier avant de préparer cette interview et elle m'a tout de suite fait penser à mon invité, Shirley Bio. Cette magnifique Martiniquaise partie à la conquête du marché des cosmétiques naturels a créé Cadalis, une start-up aux multiples récompenses, dont le fameux Blue Beauty Brand of the Year aux États-Unis. Un concours récompensant les marques et produits innovants pour leur engagement éco-responsable et leur impact positif sur l'environnement. Dans cet échange, nous parlerons d'écologie, d'entrepreneuriat et de femmes qui en veulent. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Shirley. Bonjour Tia. Ça va? Oui, ça va super bien avec cette journée ensoleillée. Oui, à Berlin, il fait pas trop beau. À Paris, ça va, il fait beau en ce moment. Oui, on a une belle journée aujourd'hui. Génial, génial. Alors, on va commencer. Déjà, avant de commencer, merci d'avoir accepté cette interview. Franchement, ça me touche énormément, surtout que je sais que tu es débordée. Mais je suis ravie de partager un peu de mon expérience avec toi et tes auditeurs, auditrices. Voilà, et puis j'étais ravie de t'avoir rencontré en vrai en Martinique. C'était un vrai plaisir. Donc, j'avais envie de continuer ce moment, en fait. D'ailleurs, vous pouvez voir le moment où on s'est vu en Martinique sur ma chaîne YouTube. C'était lors d'un brunch qui était juste génial. Mais bon, on n'en dit pas plus. Allez voir ça sur YouTube. Là, on va commencer avec la phrase, la question signature du podcast. Mais je suis obligée de te la poser. Tu es plutôt thé ou café? Je suis plutôt thé et plus précisément, je suis plutôt rooibos. Ok. C'est très bien. Donc, ce sera une séance thé aujourd'hui, tranquillement. J'ai ma tasse juste à côté. On est parti. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais un garçon manqué. C'est vrai? J'étais très turbulente. Ouais. Les gens qui m'ont connue ado ou jeune en Martinique sont souvent surpris de me voir maintenant. Mais je voulais tellement être un garçon. Je trouvais que c'était plus cool d'être un garçon. Je voulais mettre des pantalons, pas des robes. Je voulais pas être parfaite. Je voulais pas une coiffure parfaite. J'aimais courir, être dans le jardin, me battre. J'aimais grimper partout. Et je pense que jusqu'à l'adolescence, je pensais profondément être un garçon. Et j'étais très turbulente. Est-ce que tu avais cette sensation qu'être une fille, ça t'interdisait justement ce côté un petit peu libre qu'ont les garçons à cette époque? Tu avais cette sensation? Moi, j'avais cette sensation, et d'autant plus qu'en plus, on est 3 sœurs, enfin, on est trois sœurs dans ma famille, et je voulais faire du karaté, je voulais faire des sports, plutôt qu'à l'époque, on destinait aux garçons, et malheureusement, j'ai fait de la danse classique, tout ce que j'aimais pas, en fait. Et j'avais l'impression que, ouais, il y avait plus de possibilités quand on était un garçon, et qu'on attendait moins de choses de nous. Voilà, et j'ai longtemps vraiment espéré que mon corps se transformerait. Enfin, en fait, finalement, c'est marrant parce que les discours qu'on entend maintenant, no gender, je les comprends parfaitement. Parce que c'est pas pour autant que j'avais une attirance ou pas, c'est que vraiment, je voulais pas qu'être une fille m'handicape sur des choix et j'avais envie juste d'être moi quand j'étais enfant. Est-ce que tu penses que si tu avais eu la même liberté qu'un garçon, tu aurais eu ce genre de pensée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment ce manque de liberté qui a fait que tu voulais être un garçon? Ou c'est vraiment ce côté garçon que t'aimais finalement? Non, en fait, je pense que ça s'est vraiment fait naturellement parce que vraiment, déjà très petite, je jouais beaucoup avec des garçons et j'aimais tellement... En fait, j'aimais pas de Barbie, j'avais des Ken. Avec la Barbie, déjà la Barbie, j'ai toujours eu du mal à m'identifier à la Barbie qui à l'époque était blonde, avec des cheveux longs et avec des robes parfaites. C'était pas du tout ma projection que j'avais des jouets. Moi, j'aimais les voitures, les jeux de construction. Enfin, j'avais déjà naturellement depuis l'enfance une appétence pour des jeux ou des jouets qu'on destinait aux garçons à l'époque. Et donc forcément, je pense que naturellement, je voulais être un garçon. Comment se dessinait ton avenir? Et puis finalement, quel a été ton parcours?
En fait, moi j'ai grandi entre l'Afrique. Je suis née, j'ai grandi en Afrique. Et je suis arrivée en Martinique. J'ai fait tout mon collège et mon lycée jusqu'à la première en Martinique. Je pense que j'étais très insouciante de la vie. J'ai vécu dans des endroits très protégés, avec beaucoup de nature et de liberté. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Sincèrement, je ne savais pas. Je voulais être pharmacienne quand j'étais, je pense, au collège. Et puis au lycée, j'avais surtout une terrible envie de liberté et de partir de la Martinique pour voir ce qui se passait ailleurs. C'était plutôt ça que j'avais envie. J'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais une soif d'apprendre et de découvrir autre chose qui était très importante. Et je suis arrivée à Paris. Mes parents m'ont laissé partir la première de mes sœurs alors que j'étais la deuxième. J'avais une sœur qui avait 3 ans de plus que moi. Ils m'ont laissé partir en premier. Je suis venue seule passer mon bac à Paris et après j'ai étudié l'économie. Je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du conseil pendant 8 ans parce que le conseil on touche à tout, toutes les entreprises. Et tu fais de l'économie, tu fais du conseil. Est-ce que à un moment, il y avait au fond de toi cette envie de créer quelque chose, ne sachant peut-être pas quoi, mais tu avais une envie de créer quelque chose ou carrément pas du tout? C'était vraiment, je me laisse porter par le vent et puis on verra où j'arrive. J'ai un côté chez moi qui est absolument pas rationnel. Je me dis toujours, j'ai un côté rationnel, j'adore les maths et j'ai toujours aimé les matières scientifiques et j'ai un côté complètement irrationnel que je rattache à mon côté martiniquais. J'aime beaucoup, je crois aux rencontres. Alors je vais vous donner un exemple. Quand j'ai passé mon bac, moi je connaissais rien du tout à la façon dont les gens suivaient leurs études ici et je connaissais rien aux écoles de commerce, tout ça, j'y connaissais rien du tout. Mais je débarquais de la Martinique. Hein. Et en fait, quand je me suis inscrite à la fac, ils se sont trompés j'avais un homonyme sur le nom de famille, ils se sont trompés et je me suis retrouvée en écho alors que c'était pas ça que j'avais demandé. Mais au lieu de râler, je me suis dit, c'est le destin. Et j'ai continué. Voilà, c'est ça. Moi, je crois au destin, alors je me dis, il y a des signes, j'y vais. Et puis, c'est pas rationnel, je sais. C'est vrai. Pas du tout rationnel, mais bon, en même temps, j'aimais les maths, l'éco, c'était pourquoi pas. Au départ, je me suis inscrite en gestion, je me souviens, à la fac. Parce que pour moi, arrivant de Martinique, je me suis inscrite à la Sorbonne. C'était des noms que peut-être que mes parents me donnaient et il n'y avait pas à l'époque Internet et je savais pas du tout vers où m'orienter. Et donc, j'ai commencé à la fac et j'aimais aussi la fac parce que j'ai jamais aimé trop l'école. J'aimais pas, j'apprends très vite et j'aime bien apprendre toute seule et j'ai trouvé que le système de la fac me correspondait vraiment très bien. Effectivement, ouais. Je me suis vraiment épanouie, j'ai eu aucune difficulté, je me suis vraiment épanouie, ça a été pour moi des années merveilleuses. Et sinon, j'avais pas d'idée parce que quand j'ai quitté la Martinique, je m'étais dit, je savais que j'aurais des difficultés peut-être à retrouver un emploi en y revenant. Ouais. Et j'étais partie en me disant, je reviendrai peut-être pas en fait. Pourquoi? Parce que je savais qu'on avait de fortes inégalités en Martinique. Je savais que les postes intéressants étaient pas toujours accessibles. Ouais. Et donc, j'étais partie en me disant, je reviendrai certainement pas, en fait. Et je n'avais aucune idée de création d'entreprise. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était militaire et ma mère était femme au foyer. Très active socialement, mais je n'étais pas du tout prédisposée à devenir entrepreneur. J'étais, je pense, prédestinée juste à être un très bon cadre supérieur dans un grand groupe. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que tu fais dans ta vie une fois que tu as terminé la Sorbonne? En fait, j'ai fait un bac plus 5 en économie de la logistique et donc en fait, je travaille chez Air France. Okay. Et puis mon boss me dit, Shirley, t'as trop de talent pour rester dans ce groupe. Tu as une telle envie de découvrir des choses, je pars en fait. C'est lui qui m'a conseillé de partir, donc que je suis partie. J'ai commencé le conseil et là, je travaille chez des clients un peu partout dans le monde, sur différents types de secteurs, la sidérurgie, l'automobile, la musique, la pharma. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Martinique juste après la naissance de mon fils et je l'ai prise en fait parce que j'avais envie de retourner chez moi et quand on est loin de son île, on l'a toujours au fond de son cœur et on a quand même envie d'y rentrer. Donc, j'y suis rentrée. J'ai bossé 5 ans, 3 ans en Guadeloupe et 2 ans en Martinique, où je dirigeais des entreprises qui étaient grossistes, qui importaient des produits et qui les commercialisaient en grande surface et en pharmacie. Ok.
Et comment se passe ton expérience aux Antilles quand tu reviens là-bas? Est-ce que finalement c'était l'image que tu avais avant ton départ ou est-ce que les choses avaient évolué? Tu étais dans quel état d'esprit? Je pense qu'en fait, cette expérience a été extrêmement profitable parce que le management aux Antilles n'est pas le même qu'en France. Ouais. En plus, je venais de grands groupes de conseil où le management est très froid ici, je pense. Et aux Antilles, il faut avoir un management qui est plus empathique. Et je pense que j'ai renoué avec finalement ma culture et j'ai réappris à manager de façon empathique, alors qu'en France, c'est beaucoup plus froid et on a des objectifs et on met pas le côté humain vraiment en avant, ce qui est le cas là-bas. Et c'est important de respecter les gens et c'est important d'être à leur écoute. J'ai découvert aussi que manager dans un contexte qui est très challenging, on a régulièrement des catastrophes naturelles qui remettent tout en cause. On a des catastrophes sociales avec des grèves et donc le parcours du management là-bas est complexe parce que on est soumis à de fortes tensions. Et puis en fait, on se rend pas compte, on a l'impression que les gens travaillent pas là-bas. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé que là-bas. C'est vrai. J'ai travaillé beaucoup plus que quand je travaillais en France ou à l'étranger. Et puis sous un climat chaud qui mine de rien fatigue et épuise. Oui, et on se rend pas du tout compte de la charge de travail qu'on a aussi là-bas avec. Mais par contre, c'était une expérience géniale. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance, qui m'a laissé les clés et les chéquiers de la société et que j'ai pu gérer les 3 premières années. C'était super, j'ai beaucoup appris. Les 2 années suivantes, je travaillais dans la pharma. Ça, c'était très intéressant aussi parce que les produits m'intéressaient, les circuits des pharmacies m'intéressaient. Ça me réconciliait aussi avec l'appétence que j'avais pour les plantes et les bienfaits de principes actifs. Et puis, on a la grève de 2009. Qui est violente, très violente. Grève qui est passée aux Antilles pour la vie chère. Pour la vie chère et le mot que je trouve génial qu'on a inventé, qui est la profitation. Oui. Et en fait, cette grève a été un révélateur de choses que je pensais depuis longtemps, mais qui se sont révélées à moi et à tout le monde, je pense. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste, je subis, je ne fais rien? Est-ce que je m'en vais et je reviens plus jamais parce que je n'étais pas en accord, comme beaucoup de personnes, avec l'avenir et la vision du futur qu'on nous proposait? Ou est-ce que je fais quelque chose pour changer la vision qu'on a de nous Antillais, la vision que j'ai de nos territoires? Et j'ai décidé de m'engager. Avec Cadalis. Oui, avec Cadalis, j'ai décidé de m'engager. Alors après, moi, j'ai une famille, mes parents sont des gens très engagés, mes parents sont tous les 2 syndicalistes, mes parents tous les 2 ont des associations environnementales. Et donc forcément, l'environnement et le social, pour moi, c'est important. J'ai grandi dans l'engagement. Mais je m'étais jamais engagée, je m'étais plus engagée depuis longtemps. Quand j'étais lycéenne et collégienne en Martinique, oui, mais pas en tant qu'adulte. Donc, en tant qu'adulte, je pense que j'avais oublié, en fait. Est-ce que finalement, Cadalis, c'est pas une forme d'engagement, justement? Mais par rapport à ta conviction, par rapport à ton enfance, à la façon dont on t'a éduqué, c'est finalement ça, Cadalis. En fait, mais complètement. En fait, j'ai pas du tout créé une marque de cosmétiques. À la base, j'ai créé un projet de valorisation de déchets agricoles, de mettre en avant notre pharmacopée traditionnelle en passant par la science, d'où les thèses que nous faisons chez nous. C'est vraiment parti de comment je peux faire pour donner une autre image de nous, mettre en avant des talents, créer peut-être de nouvelles opportunités de business. Et la marque est venue après, en fait. Et clairement, Cadalis, j'ai mis dans Cadalis toute mon âme et mon expérience. Mais c'est clairement, derrière Cadalis, c'est un projet activiste, avant tout. Pourquoi la banane? Alors, ça, c'est toujours le côté irrationnel. Je fais beaucoup de rêves. Je fais des rêves. Il ne faut pas me demander pourquoi, mais j'ai appris à les écouter et je ne sais pas pourquoi. Je lis beaucoup d'études scientifiques parce que j'adore ça. J'ai une étude sur la banane, sur la caractérisation des corps gras de la peau de la banane. Okay. Et dans ma tête, ça commençait à cogiter. Je dors très peu. Moi, je dors 4 heures par nuit en général.
Et j'ai lu plein d'études et je rêvais de bananes. Mais c'était un truc incroyable. Et puis, j'ai fait une synthèse que j'avais dans mon sac. Et ma mère m'emmène à un de ses rendez-vous parce que ma mère, à l'époque, avait une émission de télé sur le canal local. Et en fait, où elle parlait justement d'environnement, etc. Et je rencontre le président de la filière banane à cette occasion. Et je les écoute parler de déchets et dans ma tête, je fais le lien en fait. Je me dis c'est dingue, il y a plein de déchets, il y a plein d'opportunités. Moi, je sais qu'il y a ça dedans parce que j'ai lu plein d'études. Et en fait, on commence à discuter et il me dit reviens me voir avec ton projet dans 3 semaines. Mais à l'époque, j'avais que ce début de réflexion. Pour le coup, moi, je suis challenging. Alors, j'ai mis à place ce que j'avais dans ma tête et je suis venue en me disant voilà, moi, j'aimerais étudier vos déchets et regarder est-ce qu'il y a des molécules d'intérêt dans vos déchets. C'est parti comme ça. Et je trouvais que la banane était intéressante parce que moi, j'en ai toujours eu dans mon jardin. Et le bananier, on a une histoire très singulière avec le bananier en Martinique. Il y a une ordonnance royale qui, en 1736, avait ordonné à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu. Et il devait leur laisser la possibilité d'en planter jusqu'à 50 autres sur une parcelle de terre librement. Ce qui fait que le bananier a toujours été associé chez nous, non pas à la culture esclavagiste comme l'a été la canne à sucre, mais vraiment à quelque chose qu'ils avaient le droit de cultiver librement. Ça a été la première source alimentaire de nos ancêtres. Et donc, ils ont appris à tout utiliser. Et dans la médecine traditionnelle, toutes les parties du bananier ont un usage, que ce soit pour la beauté ou que ce soit pour la santé. Et je trouvais que c'était une façon de faire le lien entre tout. Notre économie, puisque c'est quand même la plus grosse filière et le plus gros employeur privé de l'île, notre histoire, notamment notre histoire liée à ce passé de l'esclavage, mais aussi notre médecine traditionnelle et notre culture métissée, puisque le bananier, tout le monde connaît le bananier, c'est le fruit commun, c'est le fruit qui est commun à tout le monde. Et voilà, et je trouvais que c'était un beau symbole de réconciliation, d'unification de notre territoire. Mais tu sais, c'est que moi je t'écoute et c'est vrai, je me dis mais c'est quand même dingue parce que tu pars avec une idée juste en te disant pour l'instant, voilà, la banane me parle, je sais qu'il y a un potentiel derrière, je vais analyser ce fruit, je vais l'analyser et voir ce qu'on peut en tirer, mais sans te projeter plus loin, juste en te disant pour l'instant je fais que la partie scientifique, qu'est-ce que je peux en faire de ce produit, qu'est-ce que je peux faire de ces déchets, et je trouve ça dingue en fait d'avoir cette capacité à se projeter et en même temps en se disant il y a moyen de faire un truc alors que tu pars de rien, c'est dingue. Ouais, en fait les Américains ils ont un nom pour ça, ils appellent ça la serendipity. C'est la concordance de rencontres, de choses qui font que ça devient possible. Et clairement, c'était ça. Après, moi, j'ai une approche toujours qui est c'est mon côté rationnel. J'ai un côté irrationnel, un côté rationnel. Dans mon côté rationnel, moi, j'ai fait du conseil pendant des années et donc je suis en mode gestion de projet. Ouais. Donc, je me dis, voilà, j'ai une plante. Je sais qu'il y a des choses dedans. Est-ce que scientifiquement, il y a vraiment des principes actifs d'intérêt? Est-ce que je peux les extraire d'une façon qui soit rentable du point de vue économique? Est-ce que potentiellement, il y a un débouché pour ça et dans quelle voie? Et donc forcément, au départ, c'était ce que j'appelais une étude de faisabilité. Ok. Et après, j'ai monté mon business plan. Enfin, j'ai vraiment regardé est-ce que le projet était faisable ou pas. Mais tu as quand même été plus loin parce que il me semble que Cadalis a des brevets aussi. Alors oui, parce qu'en fait, dès le départ, comme beaucoup d'Antillais, on est élevé par nos parents pour être excellent. On nous dit toujours, vous partez avec 2 handicaps, vous êtes des personnes de couleur et puis vous êtes des femmes. Donc, vous devez être meilleur. Et donc, forcément, moi, j'ai été éduquée comme ça. Et je me suis dit, notre médecine traditionnelle est reconnue officiellement en France depuis 2009. À l'époque, j'ai créé ma boîte en 2010. 2011. J'ai lancé le projet en 2010 et j'ai créé en 2011. Et je me suis dit, il faut passer par la science pour prouver aux Français que nos usages traditionnels sont fondés sur des choses véritablement vraies. Voilà. C'est légitime en fait. Oui, je crois que j'avais un besoin de prouver que même si je partais sur ce végétal, c'était vraiment justifié en fait. D'accord. Mais je te comprends totalement parce que c'est vrai qu'on a tendance, et même aujourd'hui, on voit beaucoup de marques qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas forcément d'histoire derrière, qui n'ont pas forcément de choses qui se démarquent, alors que Cadalis, on sait tout de suite
que voilà, ça parle de la banane. Et en plus, là, je trouve que votre communication est tellement bien faite qu'on arrive à comprendre d'où vous êtes parti et où vous allez. Et je trouve ça juste génial. Et donc, je comprends ce besoin de légitimité que tu as eu au début et qui aujourd'hui paye parce que c'est totalement cohérent avec ce que vous proposez. Donc, vraiment, chapeau pour ça. On continue avec la création de Cadalis. Comment justement ça se passe, la création aux Antilles? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? C'est assez facile, je pense, comme en métropole, globalement. J'ai été bien accompagnée par la Chambre de commerce, etc. J'ai été aussi accompagnée très vite par la CTM, qui est la collectivité territoriale de Martinique, qui à l'époque était la région Martinique, puisque j'avais un programme de recherche. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, la chose qui manque, alors, les difficultés, clairement, c'est qu'il y a beaucoup de choses où j'étais la première. Et donc, c'était plus complexe. Par exemple, typiquement, quand j'ai fait un dossier de soutien pour la partie recherche, je pense que j'étais une des premières à le faire et il a fallu embaucher quelqu'un pour traiter mon dossier. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà. Mais c'est génial parce qu'au final... ça a ouvert la voie aux autres. Ouais, c'est super. Ensuite, j'ai fait une demande pour être jeune entreprise innovante et je crois que quand j'ai appelé le Centre des impôts du Marin, j'ai dû expliquer ce que c'était. Tout comme voilà, donc c'est typiquement des choses où les demandes de crédit impôt recherche. J'ai été un peu la pionnière dans toutes ces étapes. Donc moi j'ai pris un peu plus de temps. Par exemple, si je voulais un numéro de TVA intracommunautaire pour pouvoir acheter des packaging en Italie et faire ou en Europe et les faire conditionner en France, eh ben quand on est en outre-mer, on n'a pas de numéro de TVA parce qu'on est considéré comme de l'export. D'accord. Typiquement. Et ça, c'est des aberrations qui font que on a quand même des freins que n'ont pas les entreprises qui sont françaises mais basées en métropole. Donc j'ai dû appeler Bercy, qui m'a donné un numéro de TVA un peu étrange, mais voilà, ça a été beaucoup d'épreuves de ce type. Pareil, quand vous faites un dossier à la BPI, ça prend plus de temps qu'en France, donc il faut venir à Paris pour essayer pour se battre, pour que le dossier passe. Il y a des freins structurels qui existent et qu'on peut parfois surmonter, ça prend du temps, ou qu'on ne peut pas, en fait. Ça aussi, c'est une réalité. Ensuite, ce qui manque chez nous, c'est qu'on n'a pas de financement privé. On a très peu de relève privée. À l'époque, surtout quand je me suis lancée, il n'y avait pas vraiment il y a pas vraiment de système de business angel ou de fonds d'investissement. Et la plupart des fonds, oui. Et les fonds qui sont en France, ils ont peur d'investir dans des boîtes qui sont localisées en outre-mer, parce que pour eux, c'est loin. Pour eux, on est des territoires compliqués, avec des grèves, des cyclones, et ils ont une autre image de nous. Et ça rajoute aux difficultés pour la pérennité des projets. Ouais. Est-ce que la partie recherche scientifique, tu l'as faite aux Antilles? Non. D'accord. Non, en fait, à chaque fois, je prends ma première doctorante était guadeloupéenne et Audrey qui est avec moi maintenant est martiniquaise. Et en fait, je l'ai fait venir. On a un partenariat avec la faculté de pharmacie de Montpellier. Et on a aussi travaillé avec le CIRAD. Et généralement, souvent, on est obligé de partir pour revenir parce qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on a, tous les équipements dont on a besoin. Et si on prend typiquement les corps gras, aujourd'hui, rien qu'en France, il n'y a que deux experts, un à Montpellier et un qui est à côté de Bordeaux. Donc, de toute façon, même en France, l'expertise, elle n'est pas partout. D'accord. Et donc, pour nous, un des experts, on était chez eux, celui qui est à Montpellier. Donc, il faut pouvoir être mobile et se dire qu'il faut pas faire partir pour revenir. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de jeunes, en tout cas en ce moment, même depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de revenir aux Antilles, créer des choses, mais il y a beaucoup de questionnements, forcément. Et je pense que ce sont les mêmes questions que tu t'es posées. Et c'est intéressant de voir qu'il y a la possibilité de faire des choses. On peut faire des choses là-bas. Ce sera peut-être plus compliqué, mais on peut le faire. Et je pense que quand on est vraiment motivé, quand on a un projet qui tient la route, alors oui, le chemin sera peut-être plus tortueux que si on est en France, mais il y a moyen. Donc, s'il y a des jeunes qui ont envie de rentrer au pays et qui ont envie de créer des choses, allez-y, foncez, parce que Shirley en est la preuve vivante qu'on peut faire des choses. Ce sera pas facile, mais on peut faire des choses et de très belles choses en plus. Et je précise quand même que quand j'ai créé ma boîte, j'étais au chômage. Donc, j'ai créé ma boîte avec mes droits aux ACDIC. Donc, j'avais pas du tout de fonds personnels. J'ai vraiment mis... entre guillemets mes indemnités, je les ai en fait on avait la possibilité de soit pendant 1 an de toucher son Pôle emploi, soit on pouvait récupérer le montant, c'était peut-être pas vraiment 1 an mais 10 mois, je me souviens plus, en 2 versements en fait.
Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas eu de plus particulier. Ouais. Et c'est motivant. C'est motivant parce qu'on pense souvent qu'il faut forcément avoir un soutien financier, un matelas financier. Alors, bien sûr, ça aide. Clairement, ça aide. Mais bien sûr que c'est important. Ce serait à refaire. Je le ferais peut-être différemment encore. Mais tu le referais quand même. Mais je le referais, ouais, sans aucun doute. Alors, à partir de quel moment tu crées Cadalis, en tout cas tu lances le projet en 2011, à partir de quel moment Cadalis devient vraiment concret? À partir de quel moment tu te dis, OK, là j'ai vraiment une société, une boîte de soins cosmétiques? Ça a pris combien de temps? Donc 2010, je fais l'étude de faisabilité, ça dure 1 an. À l'issue de cette année-là, je crée la structure pour faire toutes mes demandes de financement. Et en fait, très vite, j'ai eu du nez. Très vite, je dépose mon premier brevet, en fait, sur mes actifs que j'ai lancés, banane verte, banane jaune. Donc, pour le coup, c'était vraiment un coup de poker, mais j'ai toujours les rêves. Ça aide, les rêves. Je crée la marque, je pense, fin 2012. Et je la lance, mais sur un salon, mais avec des prototypes. Donc, en réalité, je la lance en 2013. Alors, pourquoi j'ai lancé la marque de cosmétiques et pourquoi si tôt? Alors qu'au final, j'avais même pas les moyens de la développer. C'est parce que je me suis dit stratégiquement que c'était important de la créer le plus vite possible pour avoir une antériorité de la marque et que j'ai une existence. Je me suis dit, si je la crée trop tard, je serais trop jeune et je serais peut-être pas assez crédible. Donc je me suis dit, plus je la crée tôt, plus j'aurai à passer des articles ou des choses qui feront que quand j'irai à l'export, je serai plus crédible. Et j'ai commencé par la cosmétique parce que je trouvais que c'était une façon de valoriser d'une façon plus haut de gamme nos actifs de banane. Si j'avais commencé par des compléments alimentaires ou je sais pas, de la food, ça aurait baissé l'image et je voulais avoir une image haut de gamme. Et pour moi, la cosmétique était la voie royale pour mettre en avant mes actifs. Parce qu'encore une fois, le projet a toujours été développer des matières premières issues du bananier. Voilà. Et en fait, finalement, Cadalis, c'était un peu la proof of concept parce qu'il fallait bien que je crée le marché. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas. Mais alors moi, je suis fascinée par l'histoire de Cadalis, donc je pose beaucoup de questions parce que je suis juste fascinée, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que finalement, ta démarche de lancer ta marque tôt a marché? Alors, voilà, tu es encore là, donc on a envie de dire oui, mais est-ce que ça s'est fait comme tu le pensais? Non, en fait, pas du tout. Je pensais que ça se passerait plus vite. D'accord. Je pensais pas que ce serait si long. Alors, encore une fois, moi, je l'ai lancé il y a quelques années. Je pense que c'est peut-être différent maintenant, parce que maintenant, il y a du crowdfunding. Il y a plein de choses qui permettent de lancer une marque. Mais quand je me suis lancée, j'ai eu des freins en Martinique, parce que c'était une marque, entre guillemets, martiniquaise. Et donc, je suis partie en métropole. Et là, j'ai eu des freins en métropole parce que ils se sont dit, tiens, c'est la banane, c'est martiniquais, donc c'est pour les Noirs. Forcément. Et donc là, je me suis pris des portes. Et là, je me suis dit, honnêtement, j'étais un peu écœurée. Et je me suis dit, je vais partir en Asie. Je vais partir en Asie parce que je me suis dit, on a tellement de points communs avec l'Asie, beaucoup plus qu'on ne le pense. On a une médecine traditionnelle qui est similaire. On a, c'est des pays qui valorisent énormément l'innovation et les traditions. Et donc, je suis partie faire une tournée entre le Japon, la Corée et l'Australie. Et là, j'ai ouvert. Pardon? Tu es toute seule? Je suis partie avec ma doctorante guadeloupéenne. Et je me souviens qu'on m'avait dit à l'époque que j'étais folle de partir avec elle parce que en Asie, ils étaient racistes et que je devrais pas partir, on ne devrait pas partir ensemble. Mais on est partis quand même. Et on a ouvert les... Ça s'est passé voilà, super bien. On a eu un très bel accueil. On a ouvert très vite l'Australie dès le premier voyage. On a ouvert la Corée et le Japon. Ça s'est très, très bien passé. Et avec Dora, qui était avec moi à l'époque, on a fait beaucoup de salons entre l'Asie, enfin la Chine. On a fait Singapour, Malaisie, Australie, Japon, Corée. Et on a pendant 3 ans, on y allait une fois par an. Quasiment. Et comment a été perçue la marque là-bas? Est-ce qu'il y avait le même regard que par exemple en France?
Ou pas pas du tout. Mais pas du tout. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que mes origines les indifféraient, en fait. Au contraire, on était une marque française, avec un ingrédient qui est le bananier, qui est sacré dans énormément de pays asiatiques, qui est considéré comme un super fruit. Et eux, ce qui les intéressait, c'était vous avez des études cliniques, oui. Vos actifs sont innovants, oui. Vous êtes organique, oui. On avait tout en fait. Parce qu'on avait travaillé l'excellence, on avait tout. Donc on a eu zéro problème. Notre couleur, c'était pas important pour eux. Et en fait, au contraire, je pense que finalement, le point commun qu'on avait aussi avec l'Asie, c'est que finalement, eux, leur problématique principale en beauté, c'est pas les rideaux, c'est surtout le teint, l'unification du teint, d'avoir une peau bien lisse et bien ferme comme nous. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je leur ai dit, écoutez, je vous comprends, parce que nous, on a les mêmes problématiques que vous, les taches. On rit de moins vite que les Caucasiens. Et donc, forcément, et en fait, finalement, dans le discours, on avait énormément de points communs. Et c'est marrant qu'on t'ait dit que tu aies eu des retours négatifs avant de partir en Asie, parce que, alors moi, mon expérience en Asie, j'étais qu'au Japon, alors non, j'étais au Thaïlande aussi, mais j'ai trouvé que c'était une population tellement accueillante, et j'ai, juste pour la petite histoire, alors qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais juste pour la petite histoire, pour montrer à quel point ce sont des gens qui sont ouverts sur la culture des autres, j'ai eu la chance de rencontrer la première femme qui a écrit une encyclopédie sur le rhum. Et ouais, et j'ai juste halluciné. C'est une dame qui est amoureuse des Antilles. Elle est venue plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe. Elle a vraiment écrit une encyclopédie qui a la taille d'une grosse encyclopédie comme ça. Et elle a créé elle a ouvert un bar à Tokyo qui est dédié au rhum. Et j'ai eu la chance d'y aller et j'ai halluciné. Je suis arrivée, alors c'est vraiment les petits lolos d'antan qu'on avait en Martinique, donc un tout petit bar, tout petit, avec un bar fait en bois comme à l'ancienne. Et en fait, j'ai été choquée parce que, alors, on arrive, c'est dans un quartier pas du tout touristique, donc il y avait que des Japonais. Et j'arrive et en fait, je bloque à l'entrée de ce bar parce que j'entends Eugène Bona. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Eugène Bona, c'est un grand monsieur de la musique martiniquaise qui n'est plus de ce monde, mais c'est vraiment c'est la culture de la Martinique. Et entendre Eugène Bona à Tokyo, je me suis dit, j'ai cru que j'étais dans un autre monde. Et il y avait du rhum, des Antilles partout. Il y avait une carte pour dîner. Et il y avait du colombo de cochon, il y avait du cabri, il y avait... En fait, je me suis dit, non, mais c'est juste dingue. Chez moi. Et c'est pour montrer l'ouverture d'esprit. Et j'ai adoré le Japon. Donc, je peux comprendre qu'ils aient été hyper accueillants par rapport à ton projet. Ah oui, vraiment, moi, j'adore l'Asie. J'ai été très bien accueillie, mais partout où on a été, ça a été génial. Et comment se passe l'aventure aux États-Unis? Tu es récompensée aux États-Unis, vous cartonnez. Comment ça se passe là-bas? Vous arrivez comment là-bas? Alors, les États-Unis, j'y arrive il y a... je pense que ça va faire 2 ans, là. Ouais, il y a 2 ans, je participe. Alors, j'ai un de mes amis qui a fondé, un couple d'amis Afrobytes qui met en lien les startups africaines avec l'Europe. Et à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter. J'avais envie d'arrêter, j'étais un peu... parce que c'était compliqué en France et j'avoue, je me disais, les gens comprennent pas ce que je fais, cet engagement... les engagements socio-environnementaux, c'était pas encore vraiment très trendy. La mode comme maintenant. Oui, voilà. Et j'avoue, je me disais, bon, peut-être que je devrais faire autre chose. Et il me dit, Shirley, viens, il y a un super congrès African-American à San Francisco. Tu devrais venir, tu verras, aux États-Unis, ça bouge énormément. Et je crois qu'à l'époque, il me restait de quoi payer le billet d'avion et l'hôtel. Et je lui dis, bon, écoute, c'est bon, allez, hop, je crois au destin, j'y vais. Mais vraiment en mode folle dingue. Et lui, en fait, donc j'y arrive et je découvre qu'en plus, je suis speaker. Ok. Ouais. Et donc, là, la grosse angoisse. Et je suis dans le hall, donc je suis à la Silicon Valley, je suis dans le hall de l'hôtel. Et je discute avec un type qui est en bas et on parle. Il m'explique qu'il travaille chez Johnson & Johnson. Et moi, je dis, je connais Johnson & Johnson parce que quand j'étais en Martinique, j'ai distribué la marque Rock. Et on papote. Et puis, j'arrive au salon et il y a un monsieur qui vient me voir, un Allemand. Et il me fait, Shirley, est-ce que tu sais à qui tu viens de parler tout à l'heure dans le hall? Je dis, non, je savais pas. Et il me fait, et là, je me rends compte que c'est l'invité d'honneur du salon. Parce que j'avais pas regardé la plaquette.
Et il me dit, est-ce que tu as pris sa carte? Je fais, non, mais je lui ai donné la mienne. Il me fait, bon, on va, solidarité entre Européens, tu lèves ton cul de ta chaise et tu vas lui prendre ta carte parce que il a regardé ton site. Il a trouvé ce que tu faisais génial, que ce que tu disais était génial. Et bon, après, moi, j'ai parlé de mon projet. Et finalement, ça a débuté comme ça. C'est-à-dire que, d'abord, je crois que j'étais la seule caribéenne de ce congrès African American. Et donc, ce projet de valorisation, cette mise en lumière, moi, ce que je leur expliquais, c'était que dans les fonds d'investissement, personne s'intéresse aux îles de la Caraïbe. Parce que pour la plupart tout le monde va regarder l'Afrique ou d'autres grands continents, mais ils vont pas regarder les Caraïbes. Pour eux, on est des terres de tourisme, mais on est tout le temps oubliés. Et c'est dommage parce que et je prends la Martinique, on est un des hotspots de biodiversité dans le monde. Et on a un potentiel incroyable, on a des talents super et on nous oublie. Et c'est ce que j'avais comme discours, un discours très engagé. Et finalement, ça a débuté comme ça. Et en fait, ils ont créé un accélérateur avec tout un groupe d'anciens de J&J. Et ça a débuté comme ça, en fait. Donc, c'est avec eux que je me suis lancée aux États-Unis. Et ils ont une approche extrêmement bienveillante. Et c'est là où ça a vraiment changé. On est rentré dans l'incubateur de L'Oréal aussi. Justement, qui m'a posé la question. Vas-y. Voilà, ça s'est joué vraiment, alors que je crois que 3 mois avant, je voulais tout arrêter. Hein. Là, je passe le pitch L'Oréal et je me dis, j'arrive avec je vois plein de gens pitcher, mais c'est hyper bien fait, c'est très marketé. Moi, j'aime pas du marketing. Et moi, je commence avec une photo de la montagne Pelée avec des plantations de bananes. Je dis, voilà, moi, je suis martiniquaise et voilà ce que je fais. Et moi, j'explique juste ce que je fais. Et en fait, on est pris. Et là, je me dis, non, sans deck. Tu croyais pas? Ah non, moi je partais en perdante. Je me disais, j'avais pris tellement de claques que j'avoue, j'y croyais plus trop. Et finalement, ça a commencé, je pense, le regard a commencé à changer. Moi, j'ai pris plus confiance en moi. Et avec L'Oréal, ils m'ont beaucoup aidé à travailler mes piliers de marque. C'est-à-dire que je faisais des choses, mais j'en parlais pas. Parce que pour moi, c'était normal. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, au contraire, il faut en parler parce que personne sait que tu es engagé, que tu n'en parles pas, en fait. Voilà. Et finalement, on a fait un gros travail de storytelling à l'envers, puisqu'en fait, je l'avais déjà, c'est juste qu'il fallait l'expliquer et l'exprimer différemment. Voilà. Et les États-Unis, c'est incroyable parce que je pense c'est un marché qui est très dynamique et très orienté. La Blue Beauty, c'est un vrai mouvement qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Ça suffit pas d'être bio ou clean. Maintenant, il faut être en plus éthique et sustainable. C'est vraiment, ils sont vraiment à la recherche de marques qui ont de vrais engagements et qui ont de vrais impacts. Nous, on les avait déjà. Et en fait, quand j'ai postulé à ce prix, j'ai expliqué ce que je faisais et en fait, les jurés m'ont dit mais on n'avait jamais vu un projet comme le vôtre avec un impact si fort sur votre île où vous avez 100% d'une filière agricole qui est dans votre capitale, où vous formez des jeunes femmes sur des métiers de la science. Et ils m'ont dit mais ça ne pouvait être que vous en fait, même si ça fait que 3 mois que je suis sur le marché américain. C'est génial parce qu'en fait, t'as un discours, t'as été l'une des pionnières en fait de ce discours écologique, éthique, environnemental et social. T'as tout regroupé et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend partout et c'est vrai que t'as été l'une des pionnières et c'est d'autant plus comment dire. Alors, je suis un peu chauvine parce que je viens de la Martinique, mais en fait, moi, j'aime l'idée de me dire que il y a des gens comme toi qui nous représentent et qui nous donnent envie de faire des choses et des choses bien parce que voilà, ça a été dur pour toi, t'as lancé le truc, mais on t'en remercie parce qu'aujourd'hui, tu nous motives à faire comme toi et je trouve ça énorme en fait, énorme qu'il y ait des gens qui osent faire des choses bien comme tu l'as fait. De toute façon, plus on sera nombreux à faire des choses bien, plus on sera reconnus. Moi, j'ai envie qu'on soit plus nombreux à faire des choses géniales. Comme ça, on se dira, tiens, les Martiniquais, ils assurent. Voilà. Moi aussi, je suis très chauvine. J'ai une vision de notre développement où on arrive à mettre en avant vraiment notre savoir-faire. Et on en a, en fait. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai remarqué justement depuis que j'ai ce podcast, il y a énormément de talents chez nous, énormément. Il y a aussi énormément de personnes qui ont envie de faire des choses, mais souvent on sait pas comment faire, on sait pas où aller, parce que justement, comme tu le disais, on est quand même une île, donc c'est pas forcément évident d'avoir
tous les réseaux, d'avoir toutes les informations sur place. Mais après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance aussi d'avoir des gens comme toi qui sont hyper accessibles et qui n'ont pas peur de dire, déjà de dire les choses et puis de donner de leur temps pour nous expliquer les choses. Donc, je pense qu'il faut être assez curieux et assez motivé pour aller chercher l'information, pas attendre que ça nous tombe dans les mains parce que personne ne nous attend, justement. Ouais. Personne ne nous attend. Donc, si on a des idées, faut y aller. C'est pas évident. Il y a la peur aussi de se dire qu'on est tout petit. Donc, un peu comme tu avais au début, on est petit, est-ce qu'on va être légitime? Mais bon, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Il faut essayer, c'est important. En fait, honnêtement, la vie est trop courte et c'est stressant l'inconnu. Mais si on peut le faire, il faut essayer. Moi, la seule inquiétude que j'ai toujours eue, c'est de me dire, est-ce que je serai le jour où je vais dans le mur? En fait, il faut que je m'arrête avant. Et c'est toujours ça un peu, c'est se dire, quand est-ce qu'en fait, je suis arrivée au bout de mon truc? Et je pense que la sagesse, c'est de se dire, soit je me fais entourer, ce qui est mon cas, soit si vraiment j'étais prête à tout arrêter. Je pense que c'est ça aussi qui a changé la donne. C'est le jour où j'étais prête à tout arrêter. Là, je crois que j'ai arrêté de stresser comme avant. Parce que j'ai lâché prise et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce que je pouvais sans me mettre trop de pression non plus. Alors qu'avant, ça me rendait malade. Mais ce qui est important, c'est de rester toujours très positif dans son énergie et de te dire que c'est pas grave si on échoue. C'est pas grave. Ce serait une leçon qu'on a apprise. Oui, moi, j'ai fait des erreurs. Hein. Je progresse constamment. Et la culture française est une culture qui est très... on a peur d'échec. Ouais. Parce que c'est pas bien vu en France. Moi, de ce point de vue-là, j'ai plutôt... je préfère m'inspirer des anglo-saxons ou des américains. Des erreurs, c'est des expériences et on devient meilleur. Et il faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai pas honte de mes erreurs. Au contraire, ça m'a rendue plus forte. Tu parlais tout à l'heure justement des personnes qui t'entourent. J'ai rencontré ton équipe en Martinique. Tu es entourée de femmes talentueuses. Elles sont juste extraordinaires. Est-ce que tu peux nous parler de tes collaboratrices? Alors moi, je recrute mes collaboratrices ou mes collaborateurs, mais pour l'instant, c'est des collaboratrices par valeur. Les compétences, le CV, les diplômes, je le vois très vite. Hein, ça se lit très vite sur un CV. Pour moi, ce qui compte, c'est l'énergie des gens, c'est la force qu'ils ont en eux, parce que au final, je pense qu'on est à peu près tous égaux. Ce qui va faire la différence, c'est la motivation, les valeurs, parce que moi, je porte des valeurs fortes et je veux que mes équipes partagent. Je veux j'ai envie qu'elles soient heureuses dans ma société et j'ai envie qu'elles soient heureuses de défendre nos valeurs tous les jours. Et donc pour moi, les valeurs, c'est numéro 1 dans le recrutement et on les fait ensemble d'ailleurs. Mes équipes choisissent leurs collaborateurs elles-mêmes aussi. Moi, je valide, mais si elles sont contentes, moi, j'en suis ravie. Moi, je suis très en mode collaboratif, en fait, et j'aime bien pousser mes talents. Moi, je trouve que c'est important le partage et la bienveillance. J'ai aucun problème à me faire accompagner des gens plus compétents que moi. Encore quand même que je suis tellement accro au travail que c'est dur de me suivre. Et j'avoue que j'ai une équipe féminine parce que j'aime travailler avec des femmes. Je trouve qu'elles sont multitâches, travailleuses, passionnées. Elles ont beaucoup de qualités et j'ai envie de valoriser ces femmes. Voilà, je les trouve résistantes parce que travailler dans une start-up, c'est pas facile. Et je trouve que il n'y a pas que moi, c'est d'ailleurs démontré. Hein, les femmes sont plus humbles. Mais elles ont une capacité de travail et d'être multitâches et de fournir des choses en comparativement, désolée, un homme. Voilà. Et j'avoue qu'on a une harmonie ensemble. Alors après, c'est pas fermé. Peut-être qu'on recrutera des hommes, mais on est entouré d'hommes. Hein. En sciences, on est entouré d'hommes. Dans l'agriculture, on est entouré d'hommes. On a en face de nous constamment des hommes. Et c'est tellement agréable d'être entre nous, j'avoue. Voilà. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est pas pour autant quand je ne changerai pas les profils qui nous rejoindront plus tard. Hein. Mais pour l'instant, l'équipe est féminine. Je pense que j'ai 50% de personnes qui sont dans le marketing et dans le digital. J'ai 50 personnes, mais 50% qui sont plutôt dans des scientifiques. Après, chez moi, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que chacun a une mission de base. Et s'il a des appétences, il peut faire aussi autre chose. Voilà, je veux que chacun puisse aller toucher
des activités qui sont plus des passions et pour que chacun trouve du plaisir dans ce quotidien. Donc, par exemple, j'ai des profils qui sont des scientifiques, mais qui font aussi du digital parce qu'elles sont passionnées. Et moi, voilà, il suffit on est beaucoup dans l'échange et on n'hésite pas à redispatcher les missions ou entre nous en fonction de nos appétences ou de nos envies, en fait. Mais ça, c'est génial parce qu'en fait, je trouve que c'est la nouvelle façon de manager. En tout cas, c'est ma vision du management aujourd'hui qui est totalement différent de ce qu'on pouvait voir il y a par exemple 10-20 ans où on avait un poste, on pouvait faire que ça, il fallait surtout pas aller à côté parce qu'à côté il y avait quelqu'un d'autre et que c'était comme si on se marchait sur les plates-bandes. Alors que je trouve que dans ta start-up, les filles, pour avoir parlé avec elles, alors déjà la bienveillance c'est vraiment le mot que je mettrais en tête, mais pour toutes, je trouve qu'elles sont tellement bienveillantes, tellement gentilles, tellement accessibles que moi je me suis dit waouh, cette équipe elle est juste géniale. Et à côté de ça, on sent que ce sont des filles qui sont curieuses de plein de choses et qui n'ont pas peur d'essayer plein de choses. Et je trouve que déjà, personnellement, c'est génial de se dire que on a la possibilité dans sa société d'essayer des choses et professionnellement, ça ne peut faire que progresser la société. Donc ça, c'est génial. Ah oui, mais en fait, moi, j'avoue que moi, j'ai fait du management pendant des années et je faisais du conseil. Donc, je pense que dans le conseil, on manage les gens différemment. Mais quand même l'humain est important et j'ai toujours été j'ai toujours une vision effectivement d'un management plus bienveillant parce que je pense qu'on peut faire du business tout en étant éthique et je pense qu'on peut manager en étant bienveillant et je pense qu'un bon manager ou un bon leader c'est celui qui fait grandir ses équipes et pas celui qui les exploite. Mais je pense que on passe sa vie au travail et si on n'est pas heureux et si nos équipes sont pas heureuses, on peut pas avoir un travail qui soit aussi lumineux qu'en tout cas moi je voudrais qu'il soit. Et donc voilà, après j'ai parfois pu faire des erreurs, mais quand j'ai fait des erreurs, c'était uniquement un problème de valeur. C'est pour ça que maintenant, pour moi, l'importance, c'est les valeurs. D'accord. C'est à retenir pour tous ceux qui sont peut-être managers ou qui sont dans la création d'entreprise. Ça, je pense que ce sont des mots à garder dans un petit coin de la tête. Surtout qu'en ce moment, il y a, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, notamment avec, par exemple, le compte Balance ta Startup, où malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de travers dans des startups parce que justement, le management n'est pas à la hauteur. Et c'est dommage parce que c'est souvent des boîtes qui ont un fort potentiel et on oublie l'humain. Alors que ça devrait être au centre justement de ces valeurs. Et comme tu dis, c'est important d'avoir en tête ces valeurs-là et de les oublier. Mais les nouvelles générations, les millennials, les Gen Z, ils sont pas du tout comme la mienne en fait. Et encore, moi, je pense que j'étais atypique pour ma génération. Moi, je suis assez proche des millennials. Mais en fait, eux, ils veulent donner du sens à ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus exigeants sur l'éthique aussi que ne l'étaient peut-être les générations d'avant, où on était vraiment formaté pour bosser sans se poser de questions et sans donner de sens à ce qu'on faisait. Et maintenant, de plus en plus, les jeunes, ils ont des attentes par rapport au travail et à ce qu'ils font qui n'étaient pas celles d'avant. Et ça, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, on vit une crise comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Mais j'ai envie de croire qu'il y a encore de la place au rêve. Est-ce que tu penses que c'est utopique de se lancer dans un projet de création de société ou dans un projet quelconque pendant une crise, en sachant que toi, quand même, ton idée est partie de la crise de 2009. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, peut-être pas maintenant, ou au contraire, de toute façon, il n'y a pas de moment? Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment, et je pense qu'en période de crise, justement, c'est là où il y a des nouvelles idées. La destruction crée la création. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est au contraire des bonnes périodes où on se remet en question. Et on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Donc moi je dis il n'y a pas de moment. Au contraire, il y a toujours des opportunités. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. Moi je vois toujours que le côté positif, c'est super important. La crise, elle était là avant, je pense. Il y avait une crise de valeurs qui était déjà là avant. Ouais. Qu'on avait nous aussi en Martinique. Il y avait une crise de sens qu'on avait aussi. Et je pense que nos sociétés sont arrivées à un chemin où il va falloir faire des choix sur ce qu'on veut faire. Et 2009, c'était aussi c'était la crise des subprimes, c'était la même période. Il y a un moment ou un autre, on doit se poser les questions. Dans quelle société veut-on vivre? Personnellement,
je pense qu'on ne peut plus ne plus s'engager. On ne peut plus continuer de vivre comme on l'a vécu avant. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même conscience que tout ce que nous faisons actuellement a un impact sur les générations futures en termes de pollution, si on veut qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions les années qui viennent. Donc pour moi, c'est terminé. Il faut être et on a nous aujourd'hui un pouvoir incroyable, nous consommateurs. C'est notre voix. C'est use your voice. C'est notre voix. C'est les réseaux sociaux. Individuellement, on a le pouvoir de choisir qui on va supporter. Et donc, c'est à nous de mener cette révolution invisible peut-être, mais qui est de plus en plus visible. Et moi, je suis peut-être utopique, mais je le suis depuis 10 ans maintenant. Je veux contribuer à un changement par ma société. Moi, j'ai une vision du développement de la Martinique. J'ai envie de créer les futurs métiers des années qui viennent. J'ai envie de faire Nous, on n'arrête pas de dire la Martinique se dépeuple. On est le département le plus pauvre de France, quasiment. On a été le plus pauvre puisqu'on n'a pas pu noter la Guyane et Mayotte, mais nous sommes le plus pauvre officiellement. On se dépeuple, la jeunesse s'en va. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on n'a pas une vision de l'avenir, on est condamné. Donc, ma vision de l'avenir, c'est de créer une nouvelle source de revenus économiques. C'est qu'on puisse arrêter peut-être, qu'on puisse produire plus, mais autre chose. Ouais. Voilà. Et donc, pour faire revenir nos jeunes, et puis pas n'importe quel jeune, il faut faire revenir des emplois qualifiés, des gens qui vont gagner leur vie correctement. Il faut qu'on fasse évoluer notre département. Moi, j'ai envie d'être fière et d'arrêter d'être le département le plus pauvre de France. Donc, et à un moment ou à un autre, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça que je prône les synergies et les travails en groupe, parce que pour moi, on sera plus fort ensemble. Et c'est un côté très participatif, hein. Mais je prône une autre vision, en tout cas, du développement, et je pense que c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Donc, j'encourage tout le monde à s'engager pour une boîte, en tant que salarié ou en créant la vôtre, mais allez-y. J'adore t'écouter parler, j'adore. Comment s'annonce la suite pour Cadalis? Quels sont vos projets, si tu peux en parler? Alors, en fait, nous, on a 3 activités. On a l'activité marque. Oui. Donc, on va continuer le développement aux États-Unis. On va rentrer chez Detox Market. On est ravis, qui est un des points de vente le plus sélectif en matière de clean beauty. Et ils nous ont choisi. Donc, ça, c'est génial. On démarre la Chine là, dans quelques semaines. On a déjà setupé nos réseaux sociaux là-bas et les stocks sont en train de partir et on démarre la Chine. Donc, Cadalis part à la conquête du monde. Je n'ai aucune limite et j'ai une grande ambition pour la marque. Sur la partie recherche, on continue nos travaux de recherche. Là, on a embauché il y a pas longtemps une 2e doctorante. Ce sera notre 3e thèse et on va embaucher un 3e doctorant. Et sur la partie R&D, on veut vraiment développer une vraie expertise sur le bananier, mais pas que. Je pense qu'on fera autre chose. Et on est en train de développer et on va faire de la sous-traitance de recherche pour d'autres marques qui nous sont en train de confier leurs travaux de recherche. Et puis, on travaille sur un gros projet très ambitieux qui est un projet industriel en Martinique, qui est le Future Challenge, qui va nous occuper dans les mois qui viennent avec un objectif, c'est de devenir fournisseur de matières premières pour l'industrie de la beauté et la nutrition. Et voilà, donc ça, c'est les ambitions que nous avons pour les mois et années qui arrivent. C'est génial, c'est génial. Et ce que tu viens de dire, je note. Là, on arrive bientôt à une petite heure d'interview. Je vais te poser la dernière question qui, pour moi, reste quand même la plus importante parce que c'est celle que les gens vont certainement retenir. Si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu veux faire passer, quel serait-il? Moi, je dis toujours que Cherveret de Pamoli. En fait, il faut pas abandonner. Quand on a des rêves, il faut absolument essayer de les concrétiser. Donc, moi, je dis toujours la résilience. C'est la résilience, je pense. La résilience et la bienveillance, ce seraient peut-être les 2 mots-clés. Résilience, d'accord. Merci en tout cas, Shirley, pour ce moment. C'était vraiment excellent. J'ai aimé ce partage, j'ai aimé ta disponibilité.
Donc, si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à le partager surtout parce que ce message a besoin d'être entendu. Cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.